Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre série dédiée à l'implantation et la gestion d'une clinique de sécheresse oculaire en pratique privée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec deux optométristes qui vont nous aider à démystifier ce concept en partageant leur expérience et même quelques conseils pratiques. Je précise pour les gens qui nous écoutent que pour rendre la conversation plus conviviale, nous avons décidé de nous tutoyer et de nous appeler par nos prénoms tout au long de la série. Donc, mon premier invité est François Piouz. François, tu exerces en pratique privée depuis ta graduation de l'école d'optométrie en 1994. Depuis 2016, tu es copropriétaire des cliniques IAM Soins oculaires où tu pratiques avec un intérêt particulier pour la prise en charge des maladies de la surface oculaire et l'ajustement des lentilles cornéennes de spécialité. Tu es d'ailleurs conférencier et consultant auprès de plusieurs compagnies qui œuvrent spécifiquement dans ces domaines-là. Tu endosses aussi le rôle de formateur auprès du personnel de soutien et des professionnels chez IAM. Et un de tes rôles est aussi de développer et d'intégrer des approches innovatrices en matière de soins oculaires avancés. François, bienvenue. Merci non seulement de participer à l'enregistrement aujourd'hui, mais aussi pour ta collaboration tout au long du projet. Merci beaucoup de m'inviter pour ce projet-là. Je suis vraiment bien excité d'y participer. Je suis également très heureuse d'accueillir Francis Néron-Gaudreau. Francis, tu as obtenu ton diplôme de l'école d'optométrie en 2010 et très rapidement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat puisque dès 2011, tu deviens propriétaire d'une première clinique à Charlesbourg. À peine quelques mois plus tard, avec ta conjointe qui est aussi optométriste, tu acquiers 2 autres cliniques dans la région de Québec. Tu es toujours le copropriétaire de ces 3 cliniques qui opèrent dorénavant sous le nom de Zieute Optométriste. Tu as diversifié et développé ton expertise en offrant des services optométriques variés, dont le traitement de la sécheresse oculaire. Francis, à toi aussi, je te souhaite la bienvenue et merci de participer à ce projet-là avec le CPRO. Merci de m'avoir invité. Ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, pour débuter, François et Francis, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. C'est quoi une clinique de sécheresse oculaire selon vous? Bien, écoute, je pense que je vais me lancer, puis je suis curieux d'entendre Francis là-dessus, mais juste le mot clinique de sécheresse oculaire, moi, je me suis rendu compte dans mes années de consultant, entre autres, que juste le terme clinique de sécheresse oculaire, c'est un peu intimidant. Les gens ont l'impression que ça nécessite une infrastructure, des salles, puis du personnel ou un local dédié. Alors que c'est plutôt, moi j'appelle ça un corridor de soins de sécheresse oculaire ou juste offrir des soins oculaires, des soins de sécheresse oculaire à l'intérieur de notre pratique. Au même titre qu'on ne dirait pas, moi j'offre des services de dépistage de glaucome, ça fait partie intégrante de la pratique optométrique. Ben, moi, je l'incorpore plutôt dans ma pratique régulière. Donc, je pense que des fois, de juste un peu démystifier ça, ça peut déjà alléger la discussion pour quelqu'un qui considère intégrer ça dans sa pratique. Je ne sais pas, Francis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, puis tu sais, des fois, le mot clinique de sécheresse oculaire, même au point de vue des patients, ils disent OK, il faudra que tu me réfères à un autre endroit. Tu sais, quand je dis je vais vous revoir dans une clinique dans ma clinique de sécheresse oculaire, OK, c'est où ça? OK, mais tu sais, c'est une clinique à même la clinique. OK, fait que le point François est très bon. Fait que tu sais, c'est plus revoir pour une évaluation de sécheresse oculaire aussi. Puis fait que moi, je vois du côté patient, François l'a bien expliqué, du côté optométriste qui voudrait se lancer là-dedans, là, mais je suis 100% d'accord avec le côté intégration. Puis, tu sais, si on répond au fondement à la question, tu sais, c'est quoi une clinique ou une évaluation de sécheresse oculaire? Mais, tu sais, c'est tout ce qu'on peut faire de plus que seulement prescrire des lampes artificielles. Tu sais, ce qui se faisait auparavant. Tu sais, si on s'intègre ou on met en place un protocole pour prendre en charge un patient du début jusqu'à la fin, mais c'est plus que ce que la majorité des gens dans un examen de la vue ferait. Mettez des lampes jusqu'à temps qu'on se revoie pour une évaluation plus approfondie, puis après ça, offrir des meilleures solutions selon la cause ou la sécheresse oculaire. Quand je parle de ce projet-là, là, du podcast avec d'autres optométristes, souvent j'entends la première réponse qu'on me dit, c'est Ah, moi, ma pratique n'est pas adaptée à ça. Je n'ai pas les patients pour ça. Est-ce qu'il y a des pratiques plus adaptées que d'autres? Tu sais, je vais me permettre de répondre quand j'entends ça, ça me fait souvent sourire. Puis, tu sais, on entendait ça en 2011, mettons qu'on a commencé à faire des conférences, puis on entend encore ça, la même chose en 2024 aujourd'hui. Tu sais, il y a certainement plus de patients, mais tu sais, si t'as pas de patients,
c'est parce que tu regardes pas ou tu poses pas les bonnes questions. Tu sais, you see what you're looking for, mais tu sais, c'est très facile de faire semblant que les glandes de mébomius n'existent pas, puis il y a encore la possibilité ou le droit de le faire parce qu'on n'a aucune obligation déontologique, puis on n'est pas réprimandé si on ne traite pas la sécheresse oculaire ou on ne le prend pas en charge. Mais, tu sais, de manière, ça, c'est une réponse complètement aberrante, là. Tout le monde qui a des yeux devrait avoir une possibilité d'avoir un problème de yeux secs, là. Et puis moi, dans mon cas, puis je suis convaincu que je ne suis pas le seul, là, mais c'est de loin la condition oculaire la plus rencontrée dans ma pratique. De loin, là. Énormément de patients ont ça, mais il peut y avoir peut-être certains types de pratiques. Tu sais, je pense à des collègues qui vont travailler, mettons, en pédiatrie. Bon, si tu as vraiment une pratique orientée comme ça, c'est possible que ça s'y prête moins des cliniques spécialisées en rééducation visuelle, puis encore, tu sais, il y a des symptômes des fois confondants. Les gens qui ont des problèmes, des anomalies binoculaires vont avoir des symptômes confondants avec la sécheresse oculaire. Il faut éliminer un et l'autre. Moi, j'élimine dans ma clinique de sécheresse oculaire tous les problèmes d'alignement oculaire, puis de disparité de fixation et autres, parce que je sais que ça peut peut-être provenir de là. Mais des pratiques qui s'y prêtent moins, évidemment, lorsqu'on n'est pas propriétaire, on contrôle un petit peu moins aussi le type de pratique qu'on a, les outils qui sont à notre disposition, le modèle d'affaires. On pense peut-être des optométristes qui travaillent dans des chaînes. Est-ce que demain matin, ils peuvent débarquer en disant, bon, ben là, maintenant, dans mon examen, je vais intégrer tel type de dépistage. Peut-être que ça s'y prête moins. Mais comme Francis disait, je pense que ça n'empêche pas de, malgré tout, jeter un coup d'œil puis s'assurer de faire un dépistage minimal. Puis si on n'est pas en mesure d'offrir les soins optimaux pour ces patients-là, de les référer à un collègue qui le fait. Là. Puis, est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre les grands centres versus en région? Est-ce que la demande est plus grande dans l'un ou dans l'autre? Ou est-ce que l'offre est moins bien desservie dans l'un ou dans l'autre, puis ça génère plus d'opportunités? Ben, je pense que oui, pour la simple bonne raison que si tu te ramasses dans une pratique solo, où tu es le seul optométriste, mettons propriétaire ou pas, là, faisant abstraction de ça, c'est sûr que ça peut être plus difficile de consacrer une journée, 2 journées, ou peu importe le volume que tu auras, à faire de la science oculaire au détriment un peu de tes examens de la vue, puis de servir un besoin général oculaire là, qu'on peut avoir. Donc là, je pense que ça pourrait limiter quelqu'un à le mettre en branle et dire, OK, il se développe vraiment une évaluation ou une clinique de chirurgie oculaire à même sa clinique. Mais sinon, c'est les mêmes ratios. Mis à part, je suis d'accord avec François, la seule, au point de vue les gens qui sont plus spécialisés en pédiatrie, on pourrait probablement pas l'intégrer puis ça serait pas vivable parce que les besoins sont moins grands, mais sinon, les besoins sont les mêmes, peu importe tu te retrouves où dans ta pratique. Là. Par nécessité aussi, comme Francis disait, les gens en région qui a peut-être un ratio d'optométristes plus bas par per capita, ils vont peut-être avoir moins de nécessité d'intégrer ça parce que leur clinique va déjà bien au niveau de la rentabilité financière. Ils voient moins l'avantage, mais il n'y a pas moins de demandes parce que je suis sûr que tu le vis toi aussi, Francis, mais on pratique tous les deux à Québec. Moi, j'ai des patients qui viennent à plus de 2, 3, 4 heures de route pour aller chercher ces services-là. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas desservis nécessairement dans leur région. OK. Oui, c'est vraiment ça. Et puis les gens sont prêts à faire du chemin parce que les services ne sont pas offerts dans la région pour X raisons. Il y a clairement des idées préconçues là, en ce qui a trait aux régions ou à des pratiques optométristes qui seraient plus propices ou plus adaptées au traitement de la sécheresse oculaire. Et c'est important pour moi de l'adresser assez tôt dans cette série-là parce que clairement, à travers vos expériences, on voit que la réalité est plus nuancée que ça. Maintenant que c'est fait, j'aimerais qu'on revienne, là, qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base à intégrer ce service-là au sein de votre pratique? Ça faisait peut-être 3-4 ans que j'étais propriétaire. J'étais en pratique depuis plus longtemps. Moi, ça m'a pris plus de temps que Francis avant de devenir propriétaire. Mais j'étais en pratique depuis assez longtemps pour réaliser qu'il y avait vraiment des besoins. Moi, j'avais une pratique qui était à haut volume en lentilles cornéennes. Puis je me rendais compte que la sécheresse oculaire causait d'énormes problèmes, des complications. Je gérais des urgences, etc. Puis que c'était c'était pas un problème de lentilles cornéennes, mais un problème de surface oculaire. Puis il fallait que je trouve une solution pour être plus optimal, avoir un meilleur rendement pour les patients, mais aussi juste pour mon horaire. Moi, mon horaire était constamment contaminé par des urgences reliées à des problèmes de lentilles cornéennes, mais qui en fait étaient de la sécheresse oculaire exacerbée. C'est comme ça, moi, que c'est arrivé. J'ai dit, ben là,
peux pas croire que je vais faire ça encore pendant des années. Comment je peux faire pour prévenir en amont les complications, gérer, adresser les problèmes de surface oculaire, puis prévenir les complications de lentilles, mais un paquet d'autres complications qu'on voyait en bureau à cette époque-là. Et tranquillement, pas vite, les choses se sont emboîtées. Je ne sais pas, toi, Francis, qu'est-ce qui t'a amené à considérer de l'intégrer dans ta pratique? Écoute, c'est vraiment autre que quand on arrivait avec le médicament d'exception, Restasis pour pas le nommer, là, dans la cyclosporine, si on veut être plus générique, c'était comme, OK, on a beaucoup d'éducation, puis au début, on avait pratiquement que des masques aussi, puis un peu d'hygiène à faire. Là, nos solutions étaient quand même limitées, un peu de cortisone qu'on mettait. C'était vraiment dire, OK, je veux me consacrer à ces patients-là en dehors que mon examen oculaire standard pour être sûr que j'ai rien manqué parce que c'est multifactoriel. Puis des fois, dans ton examen de la vue, tu fais ça vite. Ce que tu disais tantôt, tu penses que c'est de la sécheresse oculaire, mais ça peut être autre chose aussi. Mais quand tu es plus sûr que c'est ça, quelle est la réelle cause, puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu reprends ton patient d'une deuxième fois plus froidement. Tu peux commencer déjà à essayer quand même avec certains types d'alarme, un peu de cortisone, voir si le processus inflammatoire va diminuer. Puis ça nous permet de faire un meilleur job en le reprenant juste dans un autre rendez-vous. Et de répondre mieux aux besoins du patient aussi, parce que si tu veux tout gérer dans la même journée, une année, tu as la lunette, tu veux pas, on se le cachera pas, on a quand même des lunetteries en même nos cliniques. Si on a la lunette, puis là, en plus, après ça, il faut que tu y parles des traitements de sécheresse ou la prise en charge, ça commence à faire lourd dans la même journée. Okay. Donc, dans les deux cas, votre réflexion par rapport à l'ajout de ce service-là a été basée sur de l'observation que vous avez eue chez vos patients. Mais dans mon cas, oui, définitivement, ça partait de là. J'observais ça. Puis en même temps, en parallèle, tout ce domaine-là était un peu en ébullition, ça débutait. Puis comme Francis, moi aussi, j'avais été exposé à des formations, j'entendais des conférences, puis on se rendait compte que la science évoluait, puis qu'on n'avait pas juste des capacités diagnostiques. Moi, quand j'ai commencé en 94, à part dire, tu as l'œil sec, mais j'ai rien à te proposer. Là, on commençait à entendre parler, oui, il y a eu l'arrivée de la cyclosporine, on a compris le rôle de l'inflammation au niveau de la surface oculaire, prescrire un peu de cortisone topique. Ensuite, des problèmes de paupières. Oups, la dysfonction mébomienne est apparue comme quelque chose qui pouvait se diagnostiquer facilement, puis éventuellement se traiter plus que palliativement. Ces choses-là évoluaient quand même assez rapidement. Là. Durant 2010 puis 2015, ça a changé assez rapidement. Et ceux qui étaient là dès le début ont peut-être eu un avantage d'intégration plus rapide, mais en même temps, au départ, plus ardu parce qu'on n'avait rien sur ce fier-là. Dernière question pour compléter cet épisode. Il semble y avoir un coût à implanter ce service-là, probablement achat d'équipement éventuellement. Est-ce qu'il y a un coût à ne pas l'implanter? Moi, je suis convaincu qu'il y a un coût à ne pas l'implanter. Puis je trouve la question intéressante parce que pas plus tard que la semaine dernière, je suis tombé sur une étude qui démontrait que la raison principale pour laquelle les gens quittent une pratique optométrique, c'est le fait de ne pas avoir soigné optimalement ou assez proactivement les problèmes de sécheresse oculaire. Ça, on ne le voit pas directement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui appelle pour dire je ne vais plus aller chez toi, mais les gens vont avoir une attrition de patients. Puis à l'inverse, les gens qui offrent ça, puis je suis sûr que Francis, c'est la même chose, on reçoit des gens dans nos bureaux qui nous disent je viens te voir parce que tu es le 3 ou 4 ou 5e optométriste que je viens voir, puis je compte mon histoire, puis il n'y a jamais personne qui a réglé mon problème jusqu'à maintenant. Puis ce n'est pas toujours des choses super compliquées. C'est sûr qu'au niveau de la rétention de patients, il y a un coût qui peut ne pas paraître. Surtout si tu es dans une pratique achalandée, tu dis moi, je ne manque pas de patients, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui quittent ta pratique pareil. Il y a un coût indirect, puis sans compter des fois ce que les gens vont peut-être dire à propos de ta pratique. Ils vont dire moi, je suis allé le voir, il est bien fin ou bien fine, mais je n'ai pas nécessairement reçu les soins que j'avais en tête que je recevrais. Là. Oui, ou les réponses que, OK, il m'a dit de mettre des gouttes, mais j'en mets des gouttes, ça fait 10 ans. Là. Tu sais, je vais mettre ça à l'extrême, mais c'est un peu ce qu'on voit des gens qui arrivent d'ailleurs, qui ne nous ont pas été référés. Justement, ça a un coût de perdre des patients. Et si on va plus loin, tu sais, François qui a une pratique assez spécialisée en lentilles cornéennes, mais les gens qui ont trop de sécheresse, une année, je ne parle pas des lentilles sclérales, mais les lentilles standards, ils vont arrêter d'en acheter et d'en porter aussi parce qu'elles sont plus confortables.
parce qu'on n'a pas traité les yeux secs. 100% d'accord. Merci beaucoup, Francis, François, pour ce premier épisode. C'était vraiment très instructif de vous écouter raconter votre expérience et d'adresser ce que j'oserais appeler des fausses perceptions sur le traitement de la sécheresse oculaire en pratique privée. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous parlerons de la démarche à suivre et des questions à se poser pour évaluer les différentes solutions disponibles sur le marché. On va aussi explorer comment faire les bons choix pour intégrer efficacement cette solution-là dans votre clinique privée. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt.